La filière bois face aux pénuries, c'est le thème de notre débat tout de suite. Je vous présente mes invités. Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du label Bois de France. Nicolas Douzin-Didier, bienvenue à vous aussi, bonjour. Directeur de la Fédération nationale du bois. J'ai envie simplement de poser le décor, ce contexte. On parle de pénurie de bois. Déjà, ça veut dire quoi concrètement, Jérôme Martinez? Alors, on parle de pénurie, mais c'est très conjoncturel. Il ne manque pas de bois en forêt aujourd'hui. Ouais. En France, un tiers de la surface française, c'est de la forêt. C'est voilà. Ça, 31% de notre superficie, c'est de la forêt. C'est de la forêt. Et c'est une forêt qui est en croissance. Quand on regarde les statistiques de l'inventaire forestier national, on voit que le stock de bois, il augmente d'année en année. Là, on est juste sur un phénomène conjoncturel suite à la crise Covid et à tous les impacts que ça a entraîné ces derniers mois. Oui, mais il y a quand même, Nicolas Douzin-Didier, des difficultés d'approvisionnement. Là, on avait un exemple concret qui était Maison du Monde juste avant. Voilà, il y a beaucoup de professionnels qui sont dans cette situation. Il y a un dérèglement international pour toutes les matières premières. Le bois en fait partie. Et c'est un problème logistique. La crise a arrêté la production dans beaucoup de pays. D'accord. Beaucoup de problèmes de main-d'œuvre. On ne le cite pas assez, mais la principale pénurie, c'est la main-d'œuvre, des problèmes avec le Covid. Et ensuite, des problèmes logistiques. Le zéro stock a été mis à mal par la crise Covid. Et donc, pour remettre la chaîne en route, on a besoin de quelques mois. Et le pic a été passé cet été. Voilà. Donc la période la plus compliquée, c'est au cœur de l'été, c'est ça? Le pic des tensions a été passé cet été. D'accord. Et aux États-Unis, par exemple, le prix du bois a retrouvé son prix d'avant-crise. D'accord. Alors, peut-être que c'est une idée reçue, mais je l'ai lu dans plusieurs articles. Est-ce que la Chine assèche le marché, Martinez? Alors, je pense que Nicolas sera mieux placé pour répondre à cette question. Vous amorcez, Nicolas Douzin-Didier. Mais aujourd'hui, on voit qu'en effet, les exportations de bois brut, de grumes, donc le tronc de l'arbre qui est juste exploité, et les exportations de ce produit donc non transformé augmentent d'année en année. Voilà, ça c'est un constat qu'on fait et qui est statistiquement prouvé. Et donc c'est dommage parce que c'est un bois qui n'a produit encore aucune valeur ajoutée sur le territoire, contrairement à un bois qui pourrait être transformé en meubles, en charpente, etc. Voilà. La Chine, le rôle de la Chine, oui ou non? Oui, mais la Chine, et notamment le chêne. Le chêne, on a parmi les plus beaux chênes du monde. On est 3e producteur mondial. Et la Chine a congelé la récolte de ce type d'arbre dans son pays parce qu'ils avaient trop récolté. Et donc, ils viennent prédater dans l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, il y a un chêne sur 3 qui part directement en container en Chine sans passer par aucune transformation en Europe. Et c'est une aberration écologique totale puisque le chêne, c'est un buvard à carbone. Et par ce type de commerce, eh bien, on gâche tout le stock de carbone qui a été stocké. Vous avez employé un mot très fort, le mot prédater, prédateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas se prémunir de ça? C'est quoi? C'est tout simplement la loi du marché qui joue? Il paye plus cher et donc on ne peut rien faire? C'est un système organisé. On n'est pas dans une relation commerciale loyale. C'est un pays qui est très connu pour sa grande démocratie, et ils vont prédater dans les différents pays du monde. Oui, mais pardon, la France n'a pas de capacité, les producteurs de chênes français n'ont pas de capacité à résister à ça. J'imagine que s'ils disent oui, c'est parce qu'ils y ont aussi un intérêt, on peut le dire. Le sujet, c'est le prix. Oui. Comme les Chinois vont se sourcer dans le reste du monde, c'est plus une question de quantité, c'est une question de lignes de crédit qui sont accordées à des traders et qui ont pour mission de rapporter la plus grande quantité de matière en Chine. Et donc, quand on met 100, ils mettent 110. Quand on met 110, ils mettent 120. Et donc, mais ça ne concerne pas que la France. La Belgique a connu le même phénomène, et dans les pays de l'Est aussi. Est-ce qu'il faut réserver une partie, alors là on parle du chêne, mais de la production aux filières françaises d'une certaine façon? Alors, là, du coup, je ne suis pas en train de plaider pour le protectionnisme, mais bon, on peut conjoncturellement poser la question. Il y a des actions politiques qui sont en cours, mais justement, sinon, c'est justement l'une des idées du label Bois de France. C'est de dire, on sait qu'aujourd'hui,
les consommateurs, que ce soit des consommateurs particuliers, mais aussi des entreprises, des collectivités publiques, etc., s'orientent de plus en plus vers le fabriqué en France, vers le consommé local. Et donc le label Bois de France, il a été souhaité par les professionnels. Alors c'était un petit peu avant la crise Covid, ils ont été bien inspirés pour justement distinguer des produits issus de forêts françaises et transformés en France. Donc le label a été aussi créé pour ça parce que des labels autour du Made in France, des certifications autour du Made in France, il en existe, mais rarement qui prennent en compte la matière première. Or, sur la forêt et le bois, comme on l'a dit, on a et la forêt et la transformation. Et donc, c'est le but du jeu, un petit peu justement, du label Bois de France, c'est d'arriver à créer un marché du bois de France pour peut-être pas réserver, mais en tout cas encourager. On va le retrouver sur quel type de produit, ce label ? L'objectif, c'est de le retrouver sur n'importe quel type de produit fabriqué à partir de bois massif ou de bois industrie. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus un an et demi que le label a été lancé. On a déjà près de 100 entreprises qui sont adhérentes au label et on a dans ces entreprises autant des entreprises qui font des produits de la construction bois, charpente, mur ossature bois, etc., que des entreprises de l'ameublement, du bois énergie, de l'emballage, les palettes, etc. Donc c'est vraiment sur tout type de produit. Quel est le secteur pour lequel l'envolée des prix du bois, Nicolas Douzin-Didier, est le plus lourd ? C'est le BTP peut-être ? Il y a deux secteurs où l'impact a été très très fort. C'est effectivement le secteur de la construction, où les délais de livraison se sont allongés terriblement et donc les prix envolés, et également le secteur des palettes. Oui. La palette, c'est un peu la semelle de la chaussure, on y pense quand on a des problèmes, mais c'est l'outil de base du commerce international. Évidemment, c'est majeur. Et c'est peut-être ce qui a réveillé les consciences des pouvoirs publics, que le bois est une matière stratégique et que la souveraineté nationale doit être préservée pour le bien fondé de l'ensemble de l'économie. Ouais. On produit des palettes en France. On est 3e producteur européen. D'accord. Et donc on est un pays très très grand producteur et réparateur de palettes. Voilà. Ok, alors je vais vous poser une question. Est-ce qu'on est parfois dans l'absurdité ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui achètent des palettes à l'autre bout de la planète et qui les font traverser les océans ? La palette traverse les océans. Oui, mais à l'origine. Non, c'est plutôt une production on locale. réussit à se sourcer en France. 70% des palettes sont fabriquées en France et 30% avec du bois importé d'Europe. Allemagne, Pologne, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une pression ? Vous dites que le pic, c'était au cœur de l'été. Vous avez dû, vous, supporter la pression de vos clients, les clients du BTP ou les industriels qui utilisent des palettes, par exemple ? Dans le BTP, les industries nationales ont monté leur capacité de production de 20%, c'est-à-dire au maximum, les salariés travaillant, faisant des heures supplémentaires, travaillant le samedi, donc maximum, on a fait plus 20%. La part qui a été touchée, c'est la part des constructeurs qui importaient. Et l'inflation, elle est venue de l'importation et non pas du marché national. La hausse, les clients historiques qui ont été servis avec du bois français ont connu des hausses 2 fois moins élevées que ceux qui importaient. Donc ça réveille aussi les consciences sur cette relocalisation et la part que l'on doit avoir entre la production nationale et l'importation. Ouais. Alors justement, sur ces enjeux de relocalisation, est-ce qu'il faut modifier la réglementation environnementale ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Jérôme Martinez d'abord. Alors, il y a, vous faites peut-être allusion à la RE 2020 qui va arriver, voilà, la réglementation environnementale sur le bâtiment. C'est une réglementation qui est vraiment importante parce que le secteur du bâtiment, on le sait, c'est un secteur qui est extrêmement émissif en carbone. Donc il faut pouvoir réduire cet impact-là. Le bois va y contribuer, donc c'est très bien. Mais justement, utiliser du bois français, relocaliser la production, va permettre d'optimiser ce bilan carbone. Parce que ça sera un bois qui n'aura pas été transporté sur des milliers de kilomètres. Donc on n'aura pas annulé le stockage carbone du bois par des transports inutiles en utilisant du bois français. Donc ça, c'est intéressant. Mais est-ce que telle qu'elle est prévue, telle qu'elle est conçue, cette réglementation, elle est suffisante ou est-ce que finalement elle ne tient pas assez compte de ce qu'on vient de vivre depuis 18 mois ? Alors, elle a été conçue avant. Bah oui, c'est pour ça. Alors, tout dépend si les objectifs qui sont aujourd'hui affichés sont maintenus ou pas, et si les exigences continuent à évoluer dans le temps comme il est prévu ou pas. Aujourd'hui,
pour atteindre les objectifs de bilan carbone des bâtiments, les constructeurs auront tout intérêt, d'une part, à s'orienter vers le bois et même vers le bois français. Donc continuons dans cette veine-là et espérons que nos politiques, notre gouvernement soient le plus proactif possible et deviennent de plus en plus exigeants sur le sujet. On est au-delà d'un effet de mode dans l'utilisation de plus en plus importante du bois dans des projets de construction. C'est quoi la tendance? La tendance, elle est très importante. On a des constructeurs qui sont connus comme étant entre guillemets des bétonneux et qui aujourd'hui s'orientent vers le bois et prennent des objectifs pour construire un tiers de leurs bâtiments en bois. Donc c'est pas rien, c'est pas 5-10%, c'est un tiers de leur construction en bois. Donc c'est une vraie tendance de fond. Et donc ça veut dire que la filière, elle est déjà en train, j'imagine, de se préparer à ça. Vous anticipez cette hausse de la demande? Cette RE 2020, elle est très importante parce qu'elle nous donne de la visibilité au-delà de 2030. Et donc ça nous permet de monter en puissance. Le bois dans les constructions neuves, la réglementation ne concerne que les constructions neuves, va passer de 6% à 10%, à 15% et 20%. Donc ça sera la mixité des matériaux, mais avec un peu plus de biosourcés. C'est pas le bois qui a été privilégié, ce sont les matériaux qui stockent du carbone. 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de carbone stocké. Et ça, c'est important pour le bilan carbone de la France. Évidemment. Et d'ailleurs, régulièrement dans cette émission, on reçoit des entreprises qui annoncent depuis des années qu'ils participent à des programmes de reforestation. Ça améliore leur bilan carbone. Alors souvent, il faut leur demander, mais qu'est-ce que vous faites par ailleurs, parce que sinon, c'est un peu trop facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne saura plus où planter des arbres bientôt en France? Non, mais on ne récolte que 60% de ce qui pousse chaque année. Donc on a un réservoir, on a 2,3 milliards d'arbres en stock dans les forêts françaises. Donc, et puis l'Europe est aussi à proximité dans la même situation. On a une gestion durable extrêmement perfectionnée depuis Colbert. Donc la gestion durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a interdiction de couper plus d'arbres qu'on en récolte. Et donc à chaque fois qu'on récolte un arbre, on en plante 2. Voilà. Donc on est dans un pays qui a, de ce point de vue-là, tous les atouts pour réussir. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, le logement, les étudiants et les jeunes actifs qui vont aller se loger chez des seniors isolés. Bonne idée.